Avant toute chose, je veux vous faire part de l'ampleur des recherches que j'ai menées pour bâtir cette vidéo. J'ai consulté plus d'une trentaine d'articles scientifiques. Je ne me base pas sur mon a priori, sur des forums ou sur les on-dit des réseaux sociaux ou autres. Les personnes ayant effectué ces recherches sont des historiens, des archéologues, des scientifiques, des vétérinaires, des professionnels qualifiés du milieu équestre. Un cheval, un être sensible, doté d'une merveilleuse intelligence. Ne pourrait-il pas parler? Les choses seraient tellement plus simples. Son cavalier pour les questionner, savoir ce qui est le mieux pour lui, connaître ses mots, ses passions, savoir comment il se sent. Parfois, je me demande si on pourrait tout simplement pas les écouter, les regarder. Par âge, ferrure, telle est la question. On ne voit que ce qu'on connaît. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. Dans un monde incertain, nous ne pouvons qu'avoir des réponses aléatoires. Alors oui, le parage est indispensable, et oui, le ferrage est nécessaire. L'équitation n'est-elle pas au cœur de nombreuses absurdités et cupidités, de conflits interdisciplinaires, de consciences divergentes, d'objectifs contraires, performance, plaisir, loisir, compétition? Vous l'avez sans doute compris, cette vidéo ne vous aidera pas à trancher. Elle sera juste là pour vous donner les clés de compréhension et d'ouverture d'esprit nécessaires à une éventuelle décision finale, sans racisme, dans les deux camps. Assez parlé, je vous laisse avec une petite vidéo extrêmement bien faite sur l'anatomie du sabot afin de mieux comprendre la suite. Élégants, gracieux, parfois considérés comme étant le meilleur ami de l'homme, les chevaux ont depuis longtemps été domestiqués par nos ancêtres, qui en ont varié les usages. L'homme ne l'a pas sélectionné par hasard. Ces animaux au corps massif ont d'une part une forte puissance musculaire, mais sont également capables de se déplacer très rapidement. En effet, nous allons voir que leur anatomie est particulièrement adaptée à la course. Les équidés font partie des tétrapodes, comme c'est le cas du porc qui est situé juste derrière moi. C'est-à-dire qu'ils possèdent 4 membres chiridiens terminés par des doigts. Les membres chiridiens sont divisés en 3 parties, stylopodes, zeugopodes et autopodes. Chez l'homme, par exemple, ces 3 parties correspondent, sur ce membre postérieur droit, aux 3 parties qui sont ici, stylopode, zeugopode et enfin autopode. Normalement, tous les tétrapodes possèdent ces 4 membres chiridiens, mais il arrive qu'au cours de l'évolution, ce caractère disparaisse secondairement ou bien se modifie. Les vipères que nous avons étudiées dans une autre vidéo sont par exemple des tétrapodes, mais il n'en reste plus que des traces sur leur ossature. Les cétacés, eux, ont vu leurs membres postérieurs complètement disparaître et leurs membres antérieurs se modifier en palette natatoire. Le membre chiridien peut donc avoir de nombreuses morphologies sous couvert d'une organisation de base qui est commune. Chez le cheval, le membre chiridien est adapté à la course. Par exemple, si l'on compare l'autopode du cheval et de l'homme, chez le cheval, l'autopode, c'est toute cette partie-là, tandis que chez l'homme, sur le membre postérieur, c'est uniquement cette partie-là. On voit donc que chez le cheval, l'autopode est beaucoup plus allongé et relevé que chez nous. Le remarquable travail du docteur Louis Ozou, qui a fabriqué cette maquette en papier mâché en 1868, va nous le prouver. Il a reproduit avec une grande précision l'anatomie d'un pied de cheval. L'intérêt ici est que ce modèle en 3D est entièrement démontable. Son bon état de conservation va nous permettre de le manipuler, et je vais donc pouvoir vous le décrire au fur et à mesure de son démontage. Ce pied est représenté tel un écorché, c'est-à-dire que les couches les plus superficielles, comme la peau, n'ont pas été modélisées. Par contre, on peut très bien voir les muscles, les tendons et les os. On peut ouvrir le sabot, qui est l'équivalent des ongles de nos doigts, pour découvrir les structures qu'il recouvre. La paroi est la couche la plus externe. C'est elle qui, au sens strict, est l'équivalent de notre ongle. La surface qui est en contact avec le sol est la surface solaire, ou sol, vers l'avant, et est prolongée par la fourchette vers l'arrière. C'est dans la fourchette, en forme de V, que l'on retrouve le coussinet plantaire, qui accommode les chocs lors des déplacements. On peut d'ailleurs voir qu'il s'agit d'un membre antérieur, puisque la sole est presque circulaire, contrairement à celle d'un membre postérieur qui, elle, est plus étroite et de forme ovale. Plus à l'intérieur, on remarque le fantastique travail de détail sur la chair feuilletée qui tapisse la paroi du sabot. Les cartilages, comme celui-ci, parfois entourant une cavité synoviale, facilitent le glissement entre les os d'une articulation et absorbent les chocs. C'est le cas également du coussinet plantaire, qui est un tissu élastique recouvert par la fourchette du sabot et qui a un rôle d'amortisseur.
les ligaments renforcent les articulations, tandis que les tendons mettent en mouvement les os, auxquels ils sont reliés grâce aux contractions et décontractions synchronisées des muscles antagonistes auxquels ils sont accrochés. Enfin, il ne nous reste plus qu'à détacher la dernière pièce pour découvrir l'organisation squelettique du pied de cheval, les 3 phalanges qui reposent sur le coussinet plantaire. En fait, les chevaux ne se reposent pas sur leurs paumes ou sur la plante de leurs pieds, mais tout simplement sur l'extrémité de leurs doigts. Le relèvement et l'allongement de l'autopode chez le cheval, en lien à l'adaptation à la course, sont tels qu'il ne reste plus qu'un seul doigt, l'équivalent de notre majeur, chez ces animaux, tandis que tous les autres doigts ont quasiment disparu. Cette caractéristique nous permet de les ranger dans les périssodactyles, c'est-à-dire les animaux dont les membres locomoteurs prennent appui sur un nombre impair de doigts. C'est le cas du cheval, mais c'est aussi le cas, par exemple, du zèbre ou du rhinocéros. Attention, malgré ce que l'on peut souvent penser, la vache, dont voici le membre antérieur, est elle aussi adaptée à la course. Elle présente les mêmes adaptations avec relèvement et allongement de l'autopode. Il suffit d'oublier nos paisibles vaches laitières et de penser aux vives vachettes et taureaux qui, eux, sont bien véloces. L'utilisation du cheval par l'homme a aussi des conséquences diverses. Le poids du cavalier et de l'harnachement, la traction de différents attelages, le saut, tout cela modifie terriblement les pressions exercées. Des scientifiques pensent même que sans fer, la corne de cheval de saut de haut niveau pourrait aller jusqu'à se briser lors de l'impact de la réception. La naissance de la maréchalerie remonte à l'époque immémoriale où l'homme a entrepris la conquête du cheval, il y a environ 5600 ans. Les besoins en soins à apporter aux chevaux se sont donc naturellement imposés à l'homme. La domestication de l'équidé a infligé de nombreux changements environnementaux radicaux par rapport à son état naturel. Le cheval passe d'une vaste étendue herbeuse avec une forte variété alimentaire où il vit au gré de ses besoins et au rythme des saisons, à un milieu nettement plus clos, de type box, paddock, ou par chance pâture, où il devient un animal sédentaire utilisé pour le travail, répétant souvent sans cesse les mêmes gestes à longueur de journée, modifiant et diminuant la vascularisation de ses pieds. Le pied du cheval a des capacités d'adaptation immenses, les maréchaux expérimentés le savent bien, et ces modifications sont souvent très rapides. Par exemple, en période de sécheresse, le sol est plus dur et sec, alors le sabot devient plus résistant. Au contraire, en période humide, le sol étant plus mou, la corne devient plus souple et plus tendre. Le parage régulier des pieds et l'utilisation des fers prend alors une importance capitale. Depuis de nombreuses années, la pratique de la maréchalerie permet de minimiser artificiellement l'usure des pieds des chevaux devenus sédentaires, et les fers permettent de les protéger et d'accrocher le sol à l'aide de crampons lorsque le cheval effectue un travail intense, impromptu, susceptible d'abîmer exagérément ses pieds. Ensuite, on retrouve des traces de certaines hipposandales. Les Romains utilisaient des lanières en cuir pour maintenir en place des plaques métalliques dont les bords étaient relevés de façon à épouser les bords du sabot du cheval. Ces objets ont été retrouvés en Gaule, en Germanie et en Bretagne. Elles ne servaient en fait qu'aux chevaux de trait et à ceux aux pieds malades. Aux alentours du IVe-Ve siècle en Allemagne, la technique du fer cloué à froid fait peu à peu son apparition. Elle se développe rapidement en Europe et remplace peu à peu les hipposandales. Au Moyen Âge et à la Renaissance, des crampons fixés font leur apparition, comme le montrent tous les tableaux de l'époque. Des traités dénonçaient dès lors les blessures cruelles qu'ils infligeaient lorsque le cheval avait la maladresse de se marcher sur le pied opposé. Cela entraînait de monstrueuses infections. À partir du Xe siècle, cette pratique commence à se vulgariser, comme le prouve le nombre de fers à chevaux retrouvés dans les champs de bataille lors de la guerre de Cent Ans. Un siècle plus tard, Pierre Charlier fait réapparaître le fer enclavé. Son idée est que la ferrure ne devait pas modifier le fonctionnement du pied du cheval à l'appui, en favorisant le contact de la sole avec le terrain. Elle devait faire venir à l'appui la fourchette qui retrouverait ainsi son rôle de soutien du pied. Charlier imagina d'incruster dans le pourtour de la paroi du sabot une fine baguette de fer qui s'assurerait la résistance à l'usure du sabot tout en autorisant le contact étendu de celui-ci avec le sol, comme à l'état naturel chez les chevaux sauvages. Dès le XXe siècle,
le fer poré fit son apparition car la pose du fer charlier était délicate. La maréchalerie européenne atteint son plus haut degré de perfectionnement à la veille de la Première Guerre mondiale. La collection de pieds ferrés de l'adjudant Gracier en est la preuve. Conservée au musée Plaquenard, elle fut réalisée en 1913 à l'école d'artillerie de Saumur. Comprenant 69 ferrures pour équider, elle représente ce qu'un maréchal ferrant de talent devrait être capable de forger et d'appliquer sur le pied d'un cheval. La ferrure cessa brutalement d'être un objet de débat chez les vétérinaires, qui d'ailleurs s'en étaient déjà éloignés de bien des années. Le travail de la forge a disparu des écoles vétérinaires en 1893, et la ferrure fut toujours plus enseignée dans son lien à la pathologie. De nos jours, une société de consommation où l'on veut toujours plus. Plus de naissances, plus de chevaux, plus de champions, plus d'argent. Certains éleveurs de chevaux luttent pour survivre. Ils reproduisent alors des chevaux inaptes à la compétition. Ils sont soit pas assez bons, soit cassés, soit vieux, soit ont de graves problèmes pathologiques ou psychologiques. Cette reproduction de tares physiques et autres se répercute génétiquement sur les descendants naviculaires, mauvais aplomb. Ces chevaux ont alors de mauvais pieds, entre guillemets, et ont de regrettables articulations. Ils doivent alors être assistés par l'homme pour pouvoir fonctionner lors du travail avec le cavalier. Ce premier problème est, je pense, à la base de beaucoup. Malheureusement, lors du parage ou du ferrage, certains maréchaux oublient de prendre en compte l'anatomie naturelle et personnelle de chaque cheval. Il ne faut pas essayer de remettre le pied dans un fer, mais l'adapter. Tout comme il ne faut pas vouloir à tout prix modifier un pied nu. Alors, ces tâches sont trop souvent mal exécutées. Voici quelques exemples d'accidents. Dans la plupart du cas, il faut absolument s'assurer que le cheval soit à jour dans ses vaccins contre le tétanos. Alors, piqûre. Elle apparaît lorsque le clou pénètre dans la charge vive au lieu de rester dans l'épaisseur de la paroi. La retraite. Un morceau de clou reste dans la corne. L'enclouure. Le clou responsable de la piqûre est resté dans la partie vivante du pied. La coupure au rone-pied. Une blessure due à une maladresse dans l'emploi de cet instrument. Ensuite, un pied peut être trop serré par les clous ou par le pinçon. Un ou plusieurs clous ont été brochés trop près de la podophile, sans l'avoir touché, ou bien le pinçon a été trop brutalement bridé. La boiterie apparaît au bout de quelques jours, mais l'incident n'est pas grave. Il faut déferrer, desserrer le fer et le pinçon, ne pas remettre le clou à l'endroit du serrage. La sole trop parée ou comprimée par le fer. Un fer insuffisamment ajusté, une sole naturellement trop fine par un excès de parage peuvent provoquer une boiterie par simple sensibilité de la sole ou par détériorisation du tissu velouté. Il faut utiliser ainsi une plaque sous le fer. La sole chauffée ou brûlée. Le fer à chaud, appliqué trop longtemps sur le pied, a plus de conséquences quand le pied est trop paré, plat ou à une sole mince. La corne chauffée, décollée et jaune pointillée de noir avec de gouttes d'un liquide clair. Le cheval sursaute à la moindre pression, sa guérison est assez longue. Ces erreurs peuvent être aussi faites volontairement à la demande des propriétaires et ou des entraîneurs de chevaux inconscients. Par exemple, une des déformations les plus souvent rencontrées en clientèle équine est la conformation des pinces longues avec des talons fuyants chez les pur-sang de course. Pensant à tort augmenter la vitesse de leur foulée, ces multiples modifications induites par l'apprivoisement des chevaux produisent divers effets au niveau de leurs pieds et à des conséquences des influences non naturelles peuvent produire des effets néfastes sur la santé des pieds, des membres ou même de l'état général du cheval. Le plus naturel pour le cheval, souvent aussi choisi car il est moins onéreux. Néanmoins, il demande un entretien régulier et un environnement adapté. Le cheval doit faire de l'exercice, avoir une alimentation adaptée et de qualité, riche en minéraux, d'où la création de Paddock Paradise pour faire vivre le cheval dans un milieu le plus proche possible du naturel. Le pied nu peut alors convenir à tous les chevaux, mais pas à tous les propriétaires à cause du mode de vie de nos équidés. La fourchette pourrie est une dégradation légère de la fourchette, un ramollissement ou une pourriture plus avancée, une mauvaise odeur et cornes foncées. Le clou de rue, blessure plantaire produite par un corps étranger ayant traversé la corne. Attention, il pourrait être planté dans la phalange. La blême, lésion de la sole, un hématome. Cela arrive lorsqu'un cheval marche sur un gros caillou, il y a une formation d'abcès. La sème, fente longitudinale du sabot à origines diverses. Elle peut être due à une ferrure trop petite, à un sabot déshydraté, à un parage pas assez fréquent ou une lésion de la couronne. L'abcès, c'est un foyer infectieux, une contusion ou présence d'un corps étranger avec un pied chaud et une sensibilité locale. L'encastelure. La fourchette s'atrophie et rentre dans la sole
Ainsi, elle ne fait plus appui sur le sol et ne joue plus son rôle d'amortisseur. La fourmilière, c'est une infection due à un étonnement du sabot ou à des corps étrangers remontés le long de la paroi de la ligne blanche. La maladie naviculaire, elle atteint les chevaux entre 9 et 6 ans. C'est une infection de la synovie entre le tendon perforant et un os appelé le sésamoïde. Le cartilage s'écaille et dégrade le tendon par érosion. La fourbure, c'est la deuxième cause de mortalité chez l'équidé. Elle peut être aiguë ou chronique. Elle provoque une rotation dans la troisième phalange qui peut perforer la sole. Elle se mesure en fonction de l'angle de basculement de la troisième phalange. Il est normalement de 0 degré. Donc de 0 à 6 degrés, le pronostic est favorable pour le cheval puisse retrouver son activité physique habituelle. De 6 à 11 degrés, le pronostic est réservé. Le cheval pourra éventuellement retourner une activité physique, mais elle sera de moindre intensité dans un passé lointain. De plus de 11 degrés, le pronostic est défavorable. La fourbure peut être due à un fort stress, à une obésité, à des troubles endocriniens, à une activité physique intense ou à la suite de graves maladies, coliques, forte diarrhée, infections, etc. La ferrure amortissante. Elle est constituée d'un fer léger, plutôt en alliage d'aluminium ou pylomère synthétique, et comporte une plaque amortissante interposée entre le fer et la paroi, ou une plaque chromée ou en caoutchouc. Ce type de fer est indiqué pour la prévention des boiteries chez les chevaux de sport et le traitement de la maladie naviculaire, ou de l'ostéite de la troisième phalange et de l'ostéite arthrite des articulations phalangiennes. Ensuite, le fer en œuf. Le traitement de la maladie naviculaire nécessite une ferrure qui soulage la région postérieure du pied. Le principe de ce fer ovale est d'augmenter la surface portante en arrière des talons et de la fourchette pour diminuer la pression qui s'exerce en talons. Le principe sera relevé afin de faciliter la pince sera relevée afin de faciliter le basculement du pied en fin d'appui tout en minimisant la compression de l'os naviculaire par le fléchisseur profond du doigt. L'arrondi postérieur du fer ne doit pas dépasser la verticale des globes. L'adjonction d'une plaque amortissante augmente encore le confort procuré par cette ferrure. Le fer compensé. L'élévation des talons par des éponges nourries, une talonnette ou même une cale diminue la tension du fléchisseur profond du doigt et par conséquent une traction sur la troisième phalange ainsi que la compression de l'os naviculaire contre l'articulation 2/3 phalangienne. Cette ferrure est indiquée pour soulager l'os naviculaire sur sa face tendineuse, pour rattraper artificiellement un angle de pied trop faible en attendant la pousse de la corne en talon, et aussi pour traiter les éparvins osseux ou pour éviter le basculement de la troisième phalange en phase aiguë de fourbure. Certains chevaux, ne répondant à aucun traitement précité, et pour reprendre leurs activités sportives, ils doivent donc survivre une névrectomie. Celle-ci consiste à sectionner les nerfs digito-palmaires de chaque côté du pâturon. Elle empêche la transmission au cerveau des sensations douloureuses. Les nerfs sont les mêmes que ceux autour desquels on injecte une anesthésie locale pour établir un diagnostic de la maladie naviculaire. La névrectomie procure au maximum une amélioration de la boiterie égale à celle fournie par le blocage nerveux. La névrectomie insensibilise le tiers postérieur du pied, mais les deux autres tiers conservent complètement leur sensibilité. Le propriétaire doit être conscient de ce que, si le cheval marche sur un coup, il ne le sentira pas. Il ne percevra pas non plus un abcès formé dans le tiers postérieur du pied, ni la fracture de l'os naviculaire. Tels sont les dangers de la névrectomie, mais le rétablissement des aptitudes sportives peut l'emporter sur ses inconvénients. Presque 60% des névrectomisés restent aptes à la compétition pendant 1 ou 3 ans. Depuis des siècles, des années indénombrables, le cheval a été domestiqué par l'homme. Cet équidé, auparavant à l'état sauvage, parcourait une vie au rythme naturel. Il peut faire jusqu'à une 50aine de kilomètres par jour pour des mécanismes de survie, pour se nourrir, boire, fuir, se reproduire. Son sabot lui dicte ses capacités locomotrices. Il n'était pas contraint à travailler et à bouger avec une charge. Ainsi, pieds nus, les chevaux avec de mauvaises conformations ne survivaient pas longtemps. Ils n'avaient la plupart du temps pas l'occasion de se reproduire. Les tares génétiques étaient alors écartées par la sélection naturelle. Les chevaux, au naturel, avaient ainsi l'entière capacité de se renouveler et de procréer librement. Aujourd'hui, avec l'assistance de l'homme, les chevaux sont alors forcément perturbés par cette nouvelle vie. Il faut alors trouver des subterfuges pour réussir à maintenir leur intégrité physique dans de nouveaux espaces.